Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui va parler principalement de price action, mais également de trois petites autres choses que j'ai vues dans les news qui peuvent éventuellement nous intéresser. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications et nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. On est là en weekly et je vous ai allumé le Lux Algo Premium qui est un indice payant que j'apprends à utiliser. Je poste assez souvent des charts directement sans vraiment les analyser, puisque tout simplement c'est relativement simple sur cet indicateur. Vous avez les signaux de buy et sell, etc. Là je vous l'ai mis parce que ça me paraît intéressant de montrer différentes choses. D'abord montrer que quand on était en weekly ici et qu'on a eu ce rebond là, on n'a pas eu de signal de buy avant d'avoir fait le retest de la trend que vous voyez qui est ici là, la trend rouge. Donc ça je trouve ça intéressant et pour le moment on a des bougies qui ne colorent pas en vert comme on l'avait eu ici. Donc intéressant, donc c'est un signal en fait, c'est une confirmation simple. Ici également, et ça on l'a montré il y a déjà plusieurs semaines, une épaule tête-épaule inversée avec une target de 40 700 $, en l'occurrence pour celle-ci. Ça correspondait très bien à une zone de Fibonacci qui s'appelle la zone de rechargement de short, qui est une zone de vente théoriquement ou de prise de profit pour ceux qui ont réussi bien évidemment à rentrer dans ce creux-là. Toujours est-il que voilà, pour moi en weekly on est sur pas forcément une résistance. Pour moi on est très légèrement au-dessus de cette résistance. La vraie résistance elle est ici. Si jamais on revient tester les 25,2, on peut éventuellement penser qu'il y aura une réaction. Si jamais cette réaction se passe mal, à ce moment-là, on passe dessous et éventuellement, on vient chercher la target que vous voyez ici qui est à peu près vers les 22 500 en ce qui me concerne. Donc, on continue une tendance weekly qui est haussière, mais on marque un nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent. Ça serait le bon scénario, entre guillemets, un petit peu quelque chose, voilà, comme ceci, de parallèle, vous le voyez ici. Et voilà, pour moi, je m'appuie sur ce scénario pour le moment parce que la liquidité va plutôt dans ce sens-là, un peu trop d'optimisme. Voilà, on a vu qu'on était quand même et qu'on avait quand même de la liquidité ici au-dessus. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure quand on regardera la heatmap. Donc ça peut effectivement nous dire qu'à long terme, on va venir éventuellement chercher ce point-là. On va voir après comment ça se passe dans cette zone. Je dis pas que le rebond va nécessairement s'arrêter là, mais pour le moment, pour moi, c'est le scénario principal, c'est-à-dire entre guillemets un petit peu le scénario d'une année 2000 qu'on avait eu un petit peu en 2019. Où vous le voyez, on avait eu quand même un run assez précis et ça ressemble d'ailleurs un petit peu en termes d'intensité de courbe. Je pense que si on prend la trendline qui est ici, hop. Alors ça pour le coup c'est vraiment une trendline, c'est-à-dire que c'est une ligne de tendance. Il y a deux façons de voir. Enfin si on prend la pente de ce mouvement, voilà, on va le faire un petit peu plus simplement. On était peut-être un petit peu plus pentu à l'époque de 2019, mais vous voyez en tout cas que ça ressemble quand même un petit peu. Donc voilà, on est sur éventuellement quelque chose qui est à peu près similaire au scénario de 2019. Et vous voyez qu'en 2019, à quel endroit on était venu se faire repousser par rapport tout simplement à la baisse précédente, légèrement au-dessus des 0,618 et légèrement en deçà des 0,786. Donc on va ici garder cette idée éventuelle que pour le moment, on est sur un bear market rally qui va nous emmener entre 0,618 et 0,786. Je ne dis pas que l'histoire va nécessairement se répéter. Maintenant, vous voyez qu'en termes de temporalisation par rapport au halving, etc. Alors là, évidemment, on avait corrigé un peu plus fortement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on avait eu le Covid. Mais à partir de là, on ne sait pas quel événement, quel signe noir peut éventuellement nous emmener dans cette zone-là plus tard. C'est-à-dire éventuellement revenir retaper. Moi, à mon sens, si vraiment on devait refaire une correction, aller aux 41 000 et refaire une correction, on se trouverait quelque part autour des 19 000 $, 18 500, 19 000 $, ça serait vraiment une zone relativement cohérente pour, après les 40 000, faire une baisse de moins 50%. Là, on enlève un petit peu tous les opportunistes, tous ceux qui sont un peu rentrés tard sur ce mouvement. Et puis, du coup, ensuite, après, on repart avec ici, nécessairement, comment vous dire, un changement de main
puisque ici, on l'avait vu notamment courant 2020, fin 2019, début 2020, on avait eu pour beaucoup en fait des gens qui étaient rentrés à l'achat là-dessus et qui finalement ont vendu à perte là-dessus. Donc changement de main des bitcoins pour finalement aller dans ce qu'on appellerait voilà, certains les appellent les whales, etc., la smart money, ce que vous voulez, vous trouvez le nom que vous voulez là-dessus. Pour moi, il n'y a pas vraiment de concept qui tient dans ce sens-là. Il y en a, oui, il y a ceux qui ont les suffisamment gros portefeuilles pour faire bouger le prix, mais moi, j'ai tendance plutôt à dire que ce sont les market makers ici qui vont venir plutôt donner un sens au prix dans ce sens-là. Bref, on passe en daily après ce gros point sur le weekly et on va, souvent le week-end je fais des vidéos un peu plus investisseurs, un peu plus sur la longueur, on va regarder cette trend qui pour l'instant nous repousse toujours, donc à ce stade personnellement sur le daily, moi j'ai une direction préférentielle short mais je ne suis pas en trade sur ce moment-là, là tout pile. Je suis off-market pour le moment. J'attends de voir si vraiment il y a une vraie structure qui va se développer sur le 1 heure ou le 4 heures. Mais vous voyez que c'est assez propre. Hein. On a mis cette trend et c'est une trend 4 heures. On l'a mis entre cette bougie de distribution là et cette bougie de distribution là. Là, on parle de price action. Donc, quand on met les trends, on la met toujours d'une bougie de distribution à une bougie de distribution si c'est une trend de distribution, bien évidemment, et d'une bougie d'accumulation à une bougie d'accumulation, comme cet exemple là, par exemple, ici, si c'est une trend d'accumulation. En l'occurrence ici, quels sont les niveaux qui pourraient éventuellement tenir à ce stade ? Eh ben, on avait dit ici qu'on avait quelque chose à 27,2, c'est toujours le cas. Présentement, on pourrait éventuellement avoir quelque chose qui se crée au niveau des 27,7. C'est-à-dire que ici, si jamais on corrige assez fortement, et ça serait vraiment là pour le coup un cas d'école, mais si jamais on venait toucher ce niveau-là, vous voyez que à la dernière fois qu'on a corrigé, la 4 heures n'a pas réussi à fermer sous ce niveau, ça c'est juste une mèche, d'accord, une prise de liquidité, et si on venait à rebondir là-dessus, ça serait relativement propre. Pourquoi ? Parce qu'on a un niveau qui aurait tenu. Ici, vous voyez qu'on était passé en dessous. Il nous a repoussé 2 fois. Ensuite, on est venu chercher à nouveau le niveau inférieur. Et là, pour le coup, ensuite, on a réussi à le passer. Ensuite, on l'a retesté comme un support. Donc, ça serait relativement propre de le retester à nouveau, à savoir faire une sorte de compression, un peu comme ceci, voilà, entre les deux trends qui sont là et celle qui est là, d'accord, ça serait plutôt propre. Et puis, voilà, en tout cas, pour le moment, ça repousse, c'est le week-end, donc du coup, on peut s'attendre éventuellement à des mouvements de liquidation, si tant est que je trouve que depuis que Signature Bank et Silicon Valley Bank ne sont plus dans le game, eh ben, on a plutôt tendance, en ce moment, en tout cas, c'est mon avis, à ne pas avoir de gros mouvements de liquidité le week-end, alors que par le passé, c'était le cas. Pourquoi ça ? Bah, tout simplement parce que le problème, c'est que les market makers ont, chez les exchanges, des grosses lignes de crédit. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des grosses lignes de crédit ? Ça veut dire tout simplement, bon, je vais déposer 1 million sur ton exchange, on se connaît bien, je suis market maker, j'apporte de la liquidité sur ton exchange, donc du coup, je te rends plus ou moins un service, puisque on a besoin que les exchanges soient aussi liquides les uns que les autres, sinon on aurait des énormes disparités de prix, et vous ne voudriez pas, par exemple, utiliser, je sais pas moi, UOB ou des plus petits exchanges, tout simplement parce qu'ils sont moins liquides, vous auriez plus de chances de vous faire liquider. Et en l'occurrence, le market maker, ici, il vient faire 2 choses. Il vient faire l'arbitrage d'un côté, c'est-à-dire j'achète chez Huobi parce qu'il y a une différence de prix et je revends chez Binance ou que sais-je. Et également, bien évidemment, il vient prendre les contrats inverses. C'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un en levier va demander énormément de contrats, par exemple en short, eh ben, lui, il va prendre la position adverse. Il va prendre les longues qui vont en face. Quand il en a accumulé suffisamment, eh ben, tout simplement, il va retourner le prix, soit en manipulant le spot, soit en continuant d'acheter du long. Donc au bout d'un moment, on va se retrouver avec une liquidité qui n'est plus du tout vendeuse, si vous voulez. Ça va retourner le prix des perps et à ce moment-là, le prix des perps va aller dans le sens du market maker puisqu'il aura absorbé la totalité de l'offre en question. Donc prendre beaucoup de positions contre beaucoup de gens et finalement absorber la totalité de l'offre-demande et à ce moment-là se retrouver bien évidemment en position majeure pour continuer à jouer cette position-là, venir liquider tous les shorters dans le sens inverse et du coup gagner les contrats sur lesquels bien évidemment ils sont intervenus. Pourquoi je parlais de ça ? Oui, parce qu'ils ont des lignes de crédit chez les exchanges, c'est des très grosses lignes de crédit. Admettons, j'amène 1 million, je suis capable de t'en emprunter 50, l'exchange va prêter 50
50 millions au market maker. Et le problème, depuis que Silicon Valley Bank et Signature ne sont plus dans le game, c'est que tout simplement, on ne sait pas si les market makers sont fortement exposés par rapport à ces banques-là. Ça, c'est une première chose. Quelle est leur santé financière? Donc, on a beaucoup plus de méfiance de la part des exchanges pour pouvoir donner des lignes de crédit aux différents market makers. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, évidemment, on a également un autre souci qui va être, si j'ai besoin de liquidité un week-end, un dimanche à 17h, j'ai aucune banque qui me permet ici de la proposer. Donc en l'occurrence, si l'exchange ne me donne pas ma ligne de crédit, à ce moment-là, j'aurais pu me tourner vers une banque et en ce moment-là, ça n'est pas le cas. Surtout que vous vous rappelez que le concept de notamment je me rappelle plus du nom, le système d'exchange entre dedans il y avait Binance, FTX à l'époque, Coinbase, etc. Et ça c'était chez Silvergate. Autant pour moi, je vous ai dit Silicon Valley Bank, c'était chez Silvergate. En l'occurrence, le Silvergate Exchange Network, le SEN, je crois, permettait tout simplement à Binance d'emprunter à Kraken et les market makers également pouvaient tout simplement faire les mouvements qu'ils voulaient faire le week-end en fonction de ce système d'échange qui lui fonctionnait le week-end, alors que ça n'est pas le cas pour les autres. En tout cas, pour le moment, c'était un algorithme qui fonctionnait très bien et qui malheureusement, en ce moment, n'est plus là. Donc le week-end, on a, je trouve, maintenant un peu plus de platitude. J'ai mis longtemps à expliquer ce concept, mais du coup, on est rentré vraiment dans le détail, je pense, de tout ce que font les market makers, etc. Donc, trend de distribution qui, pour le moment, nous repousse. On est sur du 4 heures. Sur le 1 heure, pour le moment, la 1 heure est en train potentiellement de passer baissière, mais elle reste haussière. On aura la confirmation qu'elle reste haussière si jamais ici, on fait un nouveau plus haut. Vous le voyez ici, tac, ça, c'est une 1 heure qui reste haussière. Ok, on est comme ça. Si jamais, à l'inverse, on n'arrive pas de faire de nouveau plus haut, mais qu'on vient chercher ce plus bas là, c'est-à-dire qu'on confirme plutôt ce mouvement-là, ok, à ce moment-là, on aura une 1 heure qui passe baissière, d'accord? On considère que la 1 heure est baissière à partir de 3 sommets successifs. On considère qu'elle est haussière à partir de 3 creux successifs. Pour le moment, vous voyez qu'on a à ce stade 3 creux successifs potentiels, notamment un ici, vous le voyez là, nouveau plus haut, 3 creux successifs, la 1 heure est haussière, ok? Ensuite, le 15 minutes, on est sur une parfaite latéralisation. Ça se trade pour ceux qui ont envie vraiment de aller $150, on va dire, de delta. Bon, moi je suis pas très intéressé par ces trucs-là. Rester toute la journée devant l'écran, c'est pas pour gagner des queues de cerises nécessairement, parce que ça se trade vraiment. Mais en tout cas, comment expliquer ? En tout cas, voilà, on aura un critère de décision, à mon avis, et vous voyez qu'on a un hold level qui est à peu près par là. En fait, finalement, c'est des niveaux que je vous avais déjà mis en avant. Pardon, hop. C'est des niveaux que je vous avais déjà plus ou moins mis en avant, et vous voyez qu'ils restent cohérents. Donc on a le niveau rouge qui nous repousse, le niveau bleu qui nous soutient. On est entre ces deux bornes pour le moment. Quand on aura une vraie clôture en 15 minutes, et encore même, je pense qu'on peut éventuellement l'établir en 1 heure. Oui, quand on aura une vraie clôture au-dessus d'une ou l'autre des bornes ici en 1 heure, on aura plus ou moins la tendance en 1 heure, tout simplement. Pour le moment, on est sur une tendance de latéralisation. Si on break en haut et qu'on arrive à faire un vrai corps de bougie à l'extérieur de la traîne rouge, on devient haussier. Si on arrive à faire un corps de bougie entier en 1 heure à l'extérieur de la ligne bleue, à ce moment-là, on passera probablement baissier sur la 1 heure, autant pour moi. Donc du coup, pour le moment, compression. Ce qu'on peut voir éventuellement comme figure chartiste potentielle, c'est un M-top. M-top qui malheureusement ne sera confirmé que quand on aura perdu les 27 200. Pour annuler ce M-top, il va falloir faire un nouveau plus haut ici. Et là, du coup, ça nous donnera une autre figure, bien évidemment. En l'occurrence également, on a un espèce d'échec ici sur un potentiel W qui pour le moment rejette, vous le voyez, c'est ce que nous donne ce M-top également. Et si jamais on rebreak ici, on a peut-être une chance d'avoir un mouvement un peu plus haussier pour du plus long terme. Hier, j'avais évoqué la possibilité de descendre sous les 29 000 $. C'est chose faite. Vous voyez qu'on est allé, dans un premier temps, à 28 814. On va voir avec la liquidité si ce mouvement est terminé ou pas. En tout cas, on avait établi qu'il y avait quelque chose à prendre d'assez gros dans cette zone-là. Et la question maintenant, c'est est-ce que sur ce mouvement-là, est-ce qu'en ce moment... Ah, j'ai un bug là.
Ah, oula, c'est bon, excusez-moi. Il faut que je vide mon cache ou que j'ai l'ordi qui galère un petit peu. Donc du coup, est-ce que en ce moment on est en train de shorter nos mamans au-dessus tout simplement de ce point-là? Quel est le sentiment en fait finalement dans cette zone? C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, ok? On va aller faire la news, mais avant un petit tour sur Ethereum, comme d'habitude. Ethereum à 1899, la structure est à peu près la même, on va dire. On est plus haussier que dans une latéralisation, en tout cas en ce qui concerne le 1 heure, on voit que Ethereum est plutôt sur une revanche haussière, on va dire. On avait aussi mis en avant qu'il y avait potentiellement peut-être un peu plus de short sur Ethereum, sur les courtes time frames. À ce stade, pour le coup, les deux bornes qu'on peut mettre en avant sur Ethereum, c'est 1920 et à peu près ici 1881. Voilà, la jaune et la rouge que vous voyez là, pour moi, voilà ce qui va nous donner la tendance. Vous voyez qu'ici, sinon, du reste, on est dans une compression également, mais vous voyez que ici, ça compresse là, et ce qui va nous donner la tendance, c'est qu'est-ce qu'on casse. On pourrait aussi changer la traîne 4 heures qui est là, puisque celle-là n'était pas extrêmement... Voilà, on est plutôt sur quelque chose comme ceci, et il est possible qu'on soit en train de la casser. En tout cas, si on se base sur cette trend là, bon après, voilà, si on là on est dessus, assez compliqué. Je pense que celle-ci vient d'être pétée. Par contre, on n'a pas d'accélération. Vous comprenez ici, en général, quand on casse une trend, nous, ce qu'on veut attendre, c'est que ça accélère fort. Là, c'est pas le cas. Ça fait un peu pétard mouillé. Donc malheureusement, on a ici, vous le voyez, une bougie qui touche également là. Si ça casse là, ça peut accélérer fort. Donc ça, c'est intéressant sur Ethereum. On est peut-être en train de casser une trend. Et en ce qui concerne l'accumulation, on est sur quelque chose qui semble être à peu près comme ça. La compression là, vous la voyez beaucoup mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Alors effectivement, on a ici, on passe en dessous, hein, donc c'est pas un vrai triangle en soi. Mais en tout cas, on voit qu'en ce moment, on compresse, donc on est dans une forme d'indécision. Le prix ne sait pas s'il va nous donner une structure haussière ou une structure baissière. Est-ce qu'on doit, à ce stade, tout simplement suivre, comment dire, plus ou moins la 1 heure qui... Elle, en fait, à ce stade, la 1 heure est haussière. Vous le voyez, c'est 1, 2, 3, c'est ce qu'on a ici, là-dedans. Ou est-ce qu'on va plutôt suivre la 4 heures qui, en fait, elle, en elle-même, est plutôt, on va dire, baissière sur ses tops. Et donc, si on s'attendait à suivre la 4 heures, à ce moment-là, on viendrait perdre les 1784 $, ou en tout cas, un des creux ici intermédiaires. Mais en tout cas, voilà, vous voyez bien ici l'idée. Je vais juste... pour être précis, changer ça et mettre que c'est du 1 heure, voilà. Et puis, voilà. Donc, on a une 4 heures qui compresse contre une 1 heure, le niveau principal étant 1880, niveau de décision ultime. Si jamais on sort de ce triangle ici par le haut, à ce moment-là, ça veut dire à minima attaque des 1920, mais potentiellement, je pense qu'on peut aller plus haut, c'est-à-dire 1963 sans trop de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement, ici, du coup, on est en train potentiellement de faire ça, d'accord? Et puis ensuite on fera ça, et ainsi de suite, d'accord? L'idée ici c'est continuation de cette trend là, de cette tendance là. Si jamais on casse pas ce triangle, on va voir si ça se produit pendant la vidéo. Normalement, si on le casse, ça devrait accélérer. Si on se fait rejeter fortement et qu'on perd la 1 heure ici, ça devrait accélérer à la perte de la 1 heure. Si la perte de la 1 heure coïncide exactement avec ce niveau des 1880, à ce moment-là, ça va accélérer assez fort à la perte de cette fameuse 1 heure. Donc peut-être, voilà, un trade à passer, que ce soit en long ou en short sur Ethereum, qui, à mon sens, présente peut-être plus d'opportunités, là, tout de suite, maintenant, que Bitcoin. Sur Ethereum, BTC, on va regarder le 4 heures, tiens. On est en ce moment à la correction est assez forte, assez propre. On va voir, voilà, si ça continue la tendance qui, pour le coup, est une tendance haussière. Si jamais ça continue la tendance, ça voudrait dire tout simplement que Ethereum se reprend contre Bitcoin et que donc, du coup, on va réattaquer à nouveau les 0,070, à savoir un Ether égale à peu près 7% d'un Bitcoin. On va faire désormais les news. Les news, alors ce qu'il y a d'intéressant en ce moment, c'est First Republic Bank qui est a priori totalement en PLS et dans une situation très compliquée. Mais on voit qu'il y a des propositions de rachat déjà par PNC et par JP Morgan. Donc du coup, bien évidemment, les actions de First Republic Bank ont complètement plongé. Je sais pas s'il y a la chart là, ben non, j'ai pas. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ce qu'a fait First Republic Bank ce vendredi.
Et donc du coup, et ben bien évidemment, il y a certaines personnes qui sont ici intéressées pour la racheter à bas prix, notamment JP Morgan, qui est le champion de la fusion-acquisition en période de crise. Ensuite, ici, pas grand-chose sur ce média-là. MNBC, donc du coup, les monnaies numériques de banque centrale, la menace des MNBC. Bon, j'irai lire cet article si vraiment il y a quelque chose d'intéressant, je vous le dirai. Mastercard qui essaye de trouver des nouveaux... On a vu que Visa avait fait un move envers la crypto dernièrement. Et Mastercard qui vient derrière et qui prend la suite. Alors que Binance se bat avec les régulateurs, son venture capital à 9 milliards de dollars continue d'augmenter et d'augmenter, oui. Ensuite, ici, Elon Musk qui introduit la monétisation Twitter pour les créateurs de contenu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que potentiellement, les gens qui postent des tweets désormais pourront être éventuellement payés pour ça. Donc, joli move d'Elon Musk qui se tourne un petit peu vers, on va dire, la décentralisation également, le Web3, etc. Personnellement, moi, je pense que ce qui va éventuellement en sortir de tout ça et de la prise de pouvoir de Elon Musk concernant Twitter va être plutôt des bonnes choses. Mais voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Ensuite, l'Argentine qui va désormais faire ses importations en yuan pour essayer de préserver ses réserves en dollars. Alors, j'ai pas trouvé d'article, mais j'ai vu ça dans une vidéo hier, que on a en ce moment la monnaie qui est la plus importante dans les exportations chinoises est devenue le yuan, alors qu'avant c'était le dollar, vous vous en doutez bien. Ça c'est extrêmement intéressant. Désormais le dollar fait à peu près une 40%, je crois, et c'est désormais le yuan qui est de 48% des exportations chinoises. Donc ça veut dire que de plus en plus de pays acceptent le yuan, et finalement là où avant on était dans un système de change flottant qui était plus ou moins d'échange fixe, mais tout le monde fluctuait autour du dollar, désormais il se pourrait qu'on soit dans un système de change flottant mais où on accepte également le yuan. Donc le yuan a plus ou moins tout à gagner là-dedans, étant donné qu'il pourrait booster leurs exportations en attaquant sa propre monnaie, c'est-à-dire pas en dévaluant le yuan, mais en laissant le yuan un petit peu perdre par rapport aux autres monnaies par moment. Et il pourrait, à l'inverse, quand l'économie surchauffe un petit peu, etc., profiter de tout ça pour éventuellement essayer d'avoir un yuan fort. Et du coup, bien évidemment, ça réduirait leurs exportations, mais ça leur permettrait ici d'avoir une monnaie plus forte. Concrètement, on sait en ce moment que la Chine est la première puissance mondiale en ce qui concerne le PIB par habitant à pouvoir d'achat constant. Donc comprenez bien ici, il y a par habitant et à pouvoir d'achat constant qui est important, parce que sinon c'est la deuxième puissance mondiale. Le pouvoir d'achat d'un pays, la monnaie que vous avez dans votre pays, et qu'est-ce que ça vous permet d'acheter en ce qui concerne ça, en termes de croissance, donc du coup, de valeur par habitant et en pouvoir d'achat constant, la Chine est passée devant les États-Unis. Donc à mon avis, ça n'est qu'une histoire d'années. La question c'est combien de temps est-ce que la Chine va rester devant ? Est-ce que les États-Unis vont avoir une forme de réaction ? Et aussi est-ce que l'Inde, qui est quand même ici un challenger intéressant, surtout en termes de démographie, est-ce que l'Inde ne va pas venir damer le pion à nos amis chinois ? En tout cas, ce qu'on peut voir en ce moment, et j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, donc du coup ce qu'on peut voir en ce moment, c'est effectivement une expansion de la diplomatie chinoise, une expansion également, ça y est, la Chine est la première marine militaire au monde, donc une expansion de la Chine maritime, et ça c'est relativement évident, une expansion du commerce également avec les nouvelles routes de la soie. Je vous invite à aller voir tout ce qui s'est fait autour de Nairobi, de certains ports qui sont devenus des ports africains, mais qui sont vraiment ici avec des charges containers chinois, avec des petites villes chinoises à l'intérieur et dans lesquelles les pays africains ont eux aussi tout à gagner à collaborer avec la Chine, et où donc du coup on voit notamment dans les votes de l'ONU par exemple sur l'Ukraine, ce genre de choses, que l'expansion à la fois russe et chinoise en Afrique porte ses fruits. Et également on voit d'autres choses comme par exemple dernièrement on a la Russie qui a annulé la dette de tous les pays africains, toute la dette en roubles.
On voit ce genre de move qui finalement sont en ce moment extrêmement bénéfiques pour la Chine. Voilà. En tout cas, intéressant, on fera une vidéo dédiée, mais on en a déjà fait beaucoup, sur la dédollarisation éventuellement du monde, qu'est-ce que ça peut importer, etc. J'essaye juste de trouver le bon angle d'attaque pour que ça soit intéressant, parce que sinon on va ici pas mal se répéter. En tout cas, là, je pense que je vous ai fait un joli résumé un peu de la situation, on va dire, de ce qui s'est passé pendant les dernières semaines. Vous voyez 50 banques russes ici qui acceptent le yuan. Donc voilà, pas mal de choses du côté de la Chine en ce moment, mais on en a déjà énormément parlé sur la chaîne. Et ici, ça parle encore de First Republic Bank, qui donc visiblement devrait passer dans les mains d'une autre banque. Donc ça n'a pas nécessairement ici fait vaciller ni le S&P ni la bourse dans son ensemble, puisque désormais cette notion de crise bancaire est un petit peu, on va dire, digérée, hein, elle est un petit peu dans les prix d'une certaine manière. Je pense que c'est d'ailleurs en partie un petit peu ce qui fait que les marchés sont plus ou moins flats. En tout cas, le S&P, il est un peu bloqué dans une fourchette de 100 $ dernièrement. Et puis, la deuxième chose également, c'est que d'une certaine manière, j'ai oublié ce que je voulais dire, ça m'a échappé. Oui, d'une certaine manière, la Fed, en fait, finalement, a calmé un peu toute cette histoire-là, puisqu'elle a dit, bon, bah, ça y est, c'est open bar à nouveau, on repart sur le quoi qu'il en coûte, tous les déposants dans ces banques-là, de toute façon, seront couverts, et on ouvre des lignes de crédit qui n'ont aucune limite pour toutes ces banques-là. Voilà. Alors, problème d'accès Internet, visiblement, je vais juste mettre en pause le temps que ça se remette bien. C'est mon Internet qui galère, je crois. Ok, on reprend. Semaine économique, qu'est-ce qu'il va se passer la semaine prochaine? Vous le voyez que lundi, on aura le PMI, donc le Producer Manufacturing Index, qui va nous donner des informations à la fois sur la santé de l'économie américaine, mais également les prix. Est-ce que les prix vont être plutôt à l'augmentation ou à la diminution? En général, on aime bien que ce chiffre soit autour de 50. Bon, là, vous voyez que c'est à peu près le cas. Les job openings, bon, ça sera pas extrêmement intéressant. Le rapport ADP, donc ça sera pour tout le mois d'avril. Ça peut être intéressant de savoir où va le chômage, tout simplement aux États-Unis. Conférence de presse mercredi de Chair Powell, JJ. Ensuite, le déficit extérieur américain, les demandes d'emploi, mais ça sera plutôt ici le taux de chômage et le rapport sur l'emploi qui va être intéressant. Donc on aura l'ADP qui va nous donner une première mesure, et puis 2 jours après, on aura le vrai rapport de l'emploi, l'ADP étant plus ou moins une étude privée, d'une agence privée, et qui donc du coup utilise des méthodes de calcul qui sont différentes de celles du BLS, donc le Bureau of Labor Statistics, qui nous donne le taux de chômage. Et ici, les savings américains qui viennent juste de toucher 1 trillion. On va voir ce que ça dit ici de ce côté-là également. Bon, pas vraiment d'intérêt pour moi à lire cet article. Allez, on envoie la page de pub. Après, je vais vous faire la liquidité. Après, on ira faire une petite mention spéciale sur le scalping et les toutes petites time frames. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 45 millions, donc pas grand chose, 17 millions sur Bitcoin, 8 millions sur Ether, donc on est sur une journée normale, un peu moins forçue que d'habitude sur les liquidations. Ici, carnet d'ordre, on voit à quel point c'est vide entre 29,7, donc vers le haut, et ce jusqu'à 28,4. On est en plein milieu là, donc vraiment ça peut partir dans les deux sens. On n'aura pas de mur d'achat ni de mur de vente proche du prix là tout de suite. Ensuite, si on regarde les marchés en levier, si on regarde les marchés en levier sur BTC, on est venu prendre ce point-là en long depuis la vidéo d'hier. Ici, j'ai un petit peu de long en bas, vous le voyez, puisque le funding était plutôt à la latéralisation, on va dire, alors que le prix diminuait. Ensuite, ici, on reste à peu près dans la normalité. Là, ça baisse fortement, donc j'ai été très fortement shorté à peu près par là et également par ici, vous le voyez, là on a une baisse alors que le funding descend. Donc pour moi, voilà, ce point là est un point à prendre. On va mettre celui-là en rouge puisque c'est un point de longue. Et voilà, c'est à peu près les deux bornes, je pense, que je vous ai donné tout à l'heure, malheureusement. Donc on n'en sait pas beaucoup plus. On a été relativement longué ici dans la zone. Vous voyez que le prix descend et le funding augmente, donc on peut rajouter également un petit point de longue éventuellement à venir chercher dans ces eaux là. Donc plutôt indécis sur ce qui s'est passé dernièrement. On va décaler celui-là ici, mais on sait qu'il y a du short à peu près par là aussi également. Hop. Et ça nous permettra également, vous allez le voir, de faire la partie scalping après derrière, puisque je pense qu'il y a des conclusions à tirer de ce petit mouvement, et c'est ça qu'on regardait tout à l'heure quand je vous disais qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite structure de latéralisation. C'est plus ou moins ce qu'on vient de regarder. Ici, ce point-là a été pris au niveau des longueurs. J'ai encore du long, donc même chose, même conclusion sur Ether que sur Bitcoin. J'ai encore du long ici en bas de ça. Ensuite, là, on est normal jusque là où finalement j'avais du short, mais il a été squeezé derrière. Ensuite, là, j'ai une latéralisation, légère descente, et c'est tout à fait normal. C'est cohérent, entre guillemets, avec le funding. Ensuite, là, le prix augmente. Le funding est plutôt en train de latéraliser. Donc, j'ai peut-être un tout petit peu de short en haut de tout ça, mais moins que sur Bitcoin pour moi, ici, qu'on va mettre en bleu. Hop, et puis derrière, ici, j'ai un gros short qui s'est ouvert à peu près dans cette position-là. Donc, pareil, on va se dire que sur Ether, jouer, puisque on le verra après quand je vous ferai le scalping, mais vous comprenez que ici, jouer par exemple une entrée là, puisque ça serait la meilleure entrée, hein, sincèrement on voit qu'il y a un point qui tient, donc à partir du moment où on sent qu'on est en haut de quelque chose, à ce moment là, on a le meilleur point d'entrée pour éventuellement corriger derrière. À ce stade-là, c'est quand même assez dangereux parce que le risque, c'est de venir faire une prise de liquidité. Donc du coup, qu'on vienne vous prendre votre short tout simplement parce qu'on vient, avant de faire le mouvement baissier, prendre toute la liquidité qui se passe ici. Donc je conseillerais pas forcément ici une entrée short avec un stop par exemple à ce point-là ou très légèrement au-dessus, par exemple celui-ci, tout simplement parce que il y a des gros risques de se faire prendre et que ce trade ne sert à rien alors qu'il avait raison, il était dans le bon sens, d'accord? Donc on ira voir après quels peuvent être éventuellement les bons points d'entrée pour ceux qui sont éventuellement, encore une fois, dans une optique plutôt de shorter cette histoire. Ensuite, sur les poches de liquidité, on va voir que sur les 5 derniers jours, puisque c'est ce qu'on va regarder là, sur les 5 derniers jours, on a plutôt un delta en faveur des longueurs, et ce à hauteur de 10 milliards à peu près sur Bitcoin. Si jamais on se concentre uniquement sur les leviers x100,
Donc là, je nettoie tout le reste. Vous voyez que les grosses positions sont systématiquement nettoyées, mais que à ce stade, j'ai plutôt des choses à venir prendre au 27,2 que des choses à venir prendre au-dessus. En tout cas, sur les 5 derniers jours, c'est l'analyse qu'on peut avoir là-dessus. Ensuite, sur Ether, et je poste ces charts tous les jours dans la section affiliée. Sur Ether, on a un peu moins de monde, on a 1,62 milliard, et ça expliquerait pourquoi en ce moment Ether a une structure légèrement plus haussière que Bitcoin, tout simplement parce qu'il y a des choses à venir prendre en haut. Mais en l'occurrence, on a quand même un delta qui est plutôt en faveur des longueurs. Enfin, en faveur, quand je dis en faveur, c'est qui devrait plutôt aller chercher ces longueurs, donc en faveur d'une baisse. Ensuite, même chose que sur le Bitcoin, vous le voyez, borne haute, borne basse. Bon, à ce stade-là, 1785, il y a quand même des choses à prendre, même si c'est pas énorme. Vous voyez qu'on voit pas de très gros points orange ici, comme on avait un très gros point ici vert. En l'occurrence, c'est pas non plus incroyable ce qu'il y a en liquidité à venir chercher. Sur la 12 heures sur Bitcoin, la 12 heures, donc là on regarde la heatmap, c'est un peu la même chose, mais avec une façon graphique de l'appréhender qui est un peu différente. Vous voyez qu'on est kiff-kiff. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je vois. On a peut-être un tout petit peu plus de long que de short, en l'occurrence, sur les 12 dernières heures. Et là, je vous montre avec BitMEX, Binance et Bitrex, BitMEX, Bybit et Binance ensemble. Ensuite, sur la 7 jours, il y a une petite il y a un petit truc à prendre au-dessus des 35. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est de dire, enfin tout à l'heure, non, on l'a beaucoup expliqué plutôt hier. On est un peu plus proche ici des 35. Donc, est-ce qu'on va pas faire une prise de liquidité au-dessus de l'ATH local, on va appeler ça comme ça, le top local, pour ensuite finalement se retourner et venir chercher sous les 26, ou alors est-ce qu'on va directement au 26 et on laisse gagner tout ce petit monde qui est rentré a priori depuis le 26 avril, donc il y a de ça 3 jours. Sur la 7 jours, on est en train de charger la zone qui est au-delà du top local, donc ça peut faire réfléchir aussi pour un trade de plutôt 3-4 jours, etc. Et sur la 1 mois, vous voyez qu'on a très bien nettoyé la zone qu'il y avait à faire en longue sur BTC, et vous voyez que éventuellement on est plutôt proche également, enfin là 1 mois nous dit plutôt que ça pourrait aller vers le haut à ce stade, ou que en tout cas si ça doit aller vers le bas, si ça doit aller à 22,5, ce qui est notre target nous en short si on devait le faire, et ben c'est peut-être un peu tard, ça va peut-être un peu trop latéraliser dans cette zone là, tout simplement parce que vous le voyez, on a commencé à forcir en haut. Donc là le prix en fait se pose la question, il dit bon, moi je suis allé chercher, alors qu'il n'y avait pas grand monde ici en haut, je suis allé chercher, et c'est ce qu'on attendait nous depuis un petit moment, je suis allé chercher cette zone ici jaune. Ensuite nous on avait vu en une semaine qu'il y avait pas mal de valeur en haut, donc je suis revenu la chercher. Ensuite bon, ce mouvement là il est un peu plus inexpliqué, mais il va être de dire que c'est plutôt, on va le montrer sur la 7 jours, c'est plutôt finalement voilà un mouvement qui vient nettoyer les longues qui étaient rentrées entre temps, mais vous voyez qu'on n'était pas non plus extrêmement vert dans cette zone là. Par contre ici il faut bien comprendre également, on a eu ici 2 jours pour faire ce mouvement là, et là comprenez bien qu'on a beaucoup plus de valeur à venir prendre que ce qu'on avait ici. Il y a eu un gros FUD à ce moment là, moi je l'ai pas remarqué, mais sur Twitter après j'ai vu pas mal d'analyses qui disaient qu'il y avait un gros FUD sur Twitter. Je me rappelle plus exactement quelle était l'histoire, mais on n'est pas à l'abri d'un gros FUD également là qui nous emmène plutôt vers les 26. Personnellement je dirais plutôt qu'on va quand même prendre les 30,5 avant de venir prendre ici sous les 26. J'aurais tendance éventuellement à dire que c'est plutôt la direction à ce stade. J'ai l'impression qu'on va plutôt faire un nouveau plus haut avant de revenir vraiment et éventuellement même très légèrement latéraliser dans cette zone là avant éventuellement de venir prendre beaucoup plus bas. Maintenant, comprenez bien, je vais continuer dans mon idée là, mais comprenez bien ici que si jamais on a un achat au spot qui est un peu constant, ça revient beaucoup plus cher, et aussi également des positions longues, etc. Ça revient beaucoup plus cher de retourner le mouvement. Il va falloir avoir un certain, il va falloir qu'il y ait un certain momentum baissier, un FUD, quelque chose qui aide, mais de déclencher ce mouvement de soi-même risque de revenir un petit peu cher. Pour les market makers, là j'entends tous ceux qui ont pris
Ici, par exemple, toutes les positions inverses, où si jamais on commence à descendre, vous allez avoir du monde qui va prendre du short, du monde qui va prendre du short, et les market makers, du coup, prendront les longues qui vont en face. À quel moment on a réussi à aspirer totalement l'offre, et à quel moment le sentiment, tout simplement, se retourne? Quand le prix se retourne. Malheureusement, quand vous êtes, on va dire, c'est pas néophyte, mais quand vous êtes... investisseur, et c'est normal, vous allez réagir en fonction du prix. Même nous, vous le voyez, la chart, c'est la principale chose qu'on regarde, quelle est la structure, comment ça se base, etc. Donc du coup, bien évidemment, ici, si le mouvement est trop cher, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, on peut peut-être laisser gagner une partie de ces gens-là pendant un certain temps, et c'est ça qu'on fait pendant un bull run, tout simplement, c'est-à-dire que la demande au spot elle-même, et même pour des longues, fait augmenter le prix, et donc du coup, ça revient extrêmement cher de faire un mouvement, et donc du coup, le mouvement va s'arrêter quand? À partir du moment où tout simplement on a aspiré toute l'offre. Ce que j'entends par là, et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que si je me mets ici en daily et que je vous montre là, ici, à 69 001 $, on était à peu près, voilà, on était à 68 000, je pense que le top est à 69. À 69 001 $, plus personne dans le monde ne voulait acheter un Satoshi. Et c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que tout ça est... c'est ça que nous dit le prix, en fait. Il nous dit, le sentiment, là, au bout d'un moment, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien qui faisait que ça poussait le prix. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on est venu chercher tous ceux qui étaient rentrés à la fois là, qui étaient assis sur des trades de position depuis très longtemps, on est venu les chercher ici, en faisant cette baisse. On est venu également chercher tous ceux qui étaient rentrés ici, d'accord? Tout simplement parce que ici, il y a eu une forme de reversal du sentiment. Bitcoin devient cher, entre guillemets. On a fait effectivement un nouvel ATH. Je n'achèterai pas forcément même au prix du nouvel ATH. Il n'y a pas eu ce mouvement qu'on a parfois quand on a fait un ATH, mais qu'on reprend un vieil ATH. J'entends par là ici, par exemple, où on avait stabilisé aux 18 700 $. Ici, vous voyez qu'il y a eu une toute petite stabilisation dans la zone des 18,7. Mais quand on a eu la certitude qu'on allait passer au-dessus de ça et qu'on n'allait pas faire du double top ou quoi que ce soit, eh bien à ce moment-là, on est reparti très très fort et on est reparti très très haut. Ça ne s'est pas passé la deuxième fois, tout simplement parce que le sentiment n'allait pas dans ce sens-là, et tout simplement également parce que là, quelqu'un s'est dit, bon, moi je vais plutôt acheter le dip s'il y en a un, je vais plutôt acheter les 50 par exemple, je vais plutôt racheter, mais on n'avait personne ici à ce stade, à cette époque-là, qui voulait acheter un Bitcoin. Personne dans le monde ne voulait acheter un Bitcoin à 69 001 $, et c'est pour ça tout simplement que le prix se retourne. Très très longue explication, ça va être probablement une longue vidéo, mais bon, du coup on développe des concepts, c'est le week-end, on est à la cool, donc c'est plutôt bien. On revient sur Ether, puisque je crois que j'ai pas fait la 12 heures sur Ether. Globalement, je pense qu'on va avoir des choses relativement similaires à Bitcoin. On est peut-être autant shorté que longué là pour le coup, alors que Bitcoin on avait peut-être un tout petit peu plus sur la 12 heures de longue. Sur la 7 jours, on avait déjà fait l'analyse hier, mais vous voyez qu'on est en train de forcir en dessous également. Vous voyez que Ether se trouve, à part cette zone des 1005 là qui est assez chargée, il se trouve presque au milieu de quelque chose. On a presque le sentiment que ici, le choix de la direction va nous donner la direction finalement pour la totalité du mois de mai, d'accord? Laissez gagner tout ce monde-là, maintenant qu'on a latéralisé pendant tout ce temps. Si jamais on avait plongé là, vous comprenez, ici, il n'y avait pas grand-chose, d'accord? Si jamais ici, on avait vraiment fait un vrai plongeon jusqu'au 1005, ça aurait été, entre guillemets, super haussier, tout le monde aurait sauté sur le bouton short, etc. Là, on a fait cette latéralisation qui nous a dit que, en fait, finalement, on a autant de monde d'un côté que de l'autre. Avant, on avait un peu plus de longue, et encore plus ici, quand on a pris cette zone de short qui était là, et désormais on est juste venu toucher la zone, mais vous allez voir sur le 1 mois c'est encore plus probant. Sur le 1 mois, sur Ether, la vraie zone de valeur, elle est autour des 1007. Elle n'est pas réellement dans ce qui est venu chercher Bitcoin. Autant Bitcoin a très bien nettoyé sa zone jaune au niveau des 1 mois, autant il y a énormément de gagnants ici sur Ether. Maintenant, il y a moins d'argent sur Ether que sur Bitcoin. Donc du coup, les gros sous se font plus sur Bitcoin en ce moment que sur Ether. Et on le voit à chaque fois qu'on regarde les liquidations ici. Et c'est ça qui nous donne d'ailleurs un bon baromètre de quel est le coin qui intéresse tout le monde. Là, par exemple, on voit que Alpha est rentré un petit peu dans cette zone de liquidation. Moi, ça m'intéresse
vraiment à chaque fois de regarder ici Tomo, tiens, intéressant, voilà, des coins qui suscitent un petit peu de la hype, un peu de l'intérêt, ou alors qui ont une price action qui peut être éventuellement intéressante dans un sens ou dans l'autre. On revient ici sur Bitcoin et on fait la conclusion de cette vidéo, de cette très longue vidéo. Et ben du coup, on va aller tout de suite sur de la petite time frame. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'était de dire, bon, admettons, celui qui veut éventuellement rentrer un short, on comprend que le bon endroit, il est plus ou moins à l'attaque de ce pic. On n'a pas réussi à attaquer ce pic, vous le voyez là ici, à chaque fois qu'on essaye de l'attaquer, et ben on se prend une petite tatane derrière. Celui qui aurait lancé ce mouvement, ici, bon bah très bien joué, hein, puisque là pour le coup il y avait une belle amplitude, etc. Mais celui qui l'a lancé là, celui qui l'a lancé même ici, et ben vous voyez que s'il avait une prise de profit de la structure, c'est-à-dire au 2995, et là il y a quand même un petit peu d'amplitude, 300 $, ça commence à être intéressant, mais c'est pas non plus incroyable. Donc du coup, moi j'opterais bien, étant donné qu'on a vu que il y avait pas mal, que ici successivement on était quand même pas mal shorté, et ce dans un contexte d'anomalie de funding, c'est-à-dire qu'il y a plus de short que de long qui rentrent sur le mouvement, j'opterais bien pour que le fait que ce pic-là, éventuellement, cède. Ça ne veut pas dire si vous êtes déjà en short, coupez votre position, etc. Faites exactement comme vous le sentez, hein, bien évidemment. Moi, je vous donne ici mon sentiment là-dessus, mais j'ai l'impression et j'ai le sentiment que le nouveau point éventuellement qui pourrait être attaqué, il se trouve plutôt par ici. C'est-à-dire que, je vais vous le mettre propre, le pic qui pourrait être attaqué, c'est un peu plus pour moi, voilà, celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà été attaqué déjà par le passé, qu'il a résisté aussi, donc ça pourrait être le nouveau point de rejet éventuellement, et par contre, j'ai pas l'impression que c'était un endroit où on avait énormément de valeur au-delà. Donc ça, c'est la première chose. Si jamais ici, je devais tenter un short, je le tenterais plutôt non pas sur cette borne-là, mais plutôt sur celle-ci, d'accord ? En optant pour l'idée qu'on va peut-être faire une prise de liquidité de tous ces mecs-là, ici, tous ceux qui sont garés juste au-dessus. Est-ce que si jamais je place 1% au-dessus, par exemple, on perd ici les x100 ? Non, mais on considère qu'un x100, il est plutôt à 0,70. Donc vous voyez que je suis presque même un petit peu... Bon, après, comprenez bien qu'ils ne sont jamais rentrés pile poil sur le top, hein, ici. Mais si on se place même 1% au-delà de ça, j'aurais même tendance à dire, je short pas ce truc-là avant qu'on ait peut-être attaqué le pic qui est encore supérieur. J'essaie de nettoyer au fur et à mesure, sinon c'est l'enfer. Le pic supérieur qui est éventuellement celui-là. Donc, est-ce que le M-top, en fait, il va pas se transformer en... Tiens, on va regarder ça, d'ailleurs. On va regarder ça, une petite seconde, on va se mettre comme ça. Hop. Et là, ça peut être intéressant de le faire, c'est-à-dire avoir la trend qui est là, et c'est une trend, hop, plutôt comme ça. On va se mettre en 4 heures par contre, on va se mettre en 1 heure, pardon. Voilà, là, ça sera un peu plus cohérent. Voilà, est-ce qu'on va pas ici, par exemple, venir faire un mouvement jusqu'au 29,6 ? Alors, en l'occurrence, je vous ai montré le pic qui était là, je crois, précédemment, ou peut-être celui-ci. Voilà, est-ce qu'on va pas revenir retester cette trend 1 heure là? Ça pourrait être vraiment, je pense, un bon scénario. On a l'impression que ce point-là va faire résistance, mais en fait, j'ai tellement de shorts sur ce point-là que j'ai l'impression qu'il va y avoir une petite prise, une accélération là au moment où on le passe, vous voyez, mais qu'on va pas nécessairement vraiment venir attaquer ce point-là. En tout cas, voilà, si j'avais un short à prendre, moi je le prendrais soit plutôt dans cette zone-là, soit sur un equal high, c'est-à-dire carrément tout en haut de ce mouvement. Si je l'ai pas, c'est pas grave, mais si je l'ai, tant mieux. Voilà, très légèrement en dessous, hein. Vous allez chercher ici, bien évidemment, on va pas non plus essayer de ne pas rentrer sur un mouvement pour des queues de cerises. Donc j'aurais plutôt une direction préférentielle short et ce serait plutôt dans l'attente pour rentrer sur cette position que vraiment en train d'appuyer sur le bouton là, ici, tout de suite, à l'instant T. Bien évidemment, je peux me tromper, ce point-là peut rejeter, ces mecs-là peuvent gagner, hein, tous ceux qui sont au-dessus de ça, mais personnellement, moi j'aime bien avoir ces choses-là de mon côté, donc en général, j'essaye d'être cohérent par rapport à ça. Quand je vous disais quel est l'endroit éventuellement le plus intéressant où rentrer là-dedans, on va peut-être pas aller jusqu'aux 1 minute, on va regarder le 5 minutes. Eh bien, on voit que ouais, peut-être quelque part par là, quelque part dans ce pic-là. Voilà, j'aurais tendance à dire quelque part entre 29 587 et 29 783. Allez, en 5 minutes, ça nous donnerait ce niveau-là.
très exactement. Vous voyez, bougie d'accumulation ici, 3 bougies de distribution derrière. On le casse, on le reteste une fois, ça nous crée un hold level, ça nous crée un niveau qui peut tenir dans le futur. Donc voilà, j'aurais tendance à dire ça. On sera très légèrement au-dessus de la trend si jamais on vient la chercher. Donc on va enlever celui-là. On sera très légèrement au-dessus de la trend si jamais on va la chercher, c'est-à-dire que vous comprenez que là, merde. Si jamais on fait ce mouvement-là en ligne droite, on va dépasser la trend, mais ça peut être une mèche, ça peut être, voilà. Et quand même, ici, à mon avis, commencer à regarder également ce niveau-là. Donc voilà, c'est dans cette zone-là que j'aurais tendance à dire, peut-être que j'irais bien chercher du short, voilà, dans cette zone-là. C'est pas obligatoirement d'ailleurs du short, peut-être que ce mouvement va tenir, hein. Encore une fois, c'est pour ça qu'on pratique un risk management, donc ça veut dire stop loss, etc. Bon là, il faudrait calculer combien je mets de du pourcentage de mon capital de trading par rapport à tout ça. Mon stop, je le mettrai pas là, moi je le mettrai encore beaucoup plus serré. J'aurais quelque chose qui serait... « 5 minutes, je suis en bas... » Ouais, alors vous pouvez calculer le stop là en fonction de ce que vous voulez mettre. Admettons que vous pratiquiez un risque de 2% en levier 10, vous aurez du coup un 0,20 par exemple. Donc ça vous donnerait un stop qui serait à peu près à 29 719. Ça, il faudrait vraiment faire l'analyse là ici hein, pour. Et puis après, en termes de target, et ben target ultime, c'est ça. Ici, le fait de descendre en dessous de ce niveau, vous aurez bien évidemment une prise de profit ici, puisqu'on a un niveau qui tient là, vous aurez une prise de profit ici, puisque cette résistance peut devenir support, mais vous voyez qu'on est déjà à 3,67 en termes de ratio, donc c'est relativement bon. Et puis, pour moi, il y aurait, après il faudrait analyser voilà, la petite structure, mais il y aurait peut-être aussi une prise de profit à faire quelque part par ici, là où on a un autre hold level qui est juste là, c'est-à-dire les 29 566. On a un ratio de 1,56, oui, c'est pas excellent, ça veut dire que d'une certaine manière, si je veux garder mon stop loss là où il est, à ce stade-là, il va falloir que je prenne une grosse partie de profit sur ce point-là. Si on rejette donc sur ce point-là, il va falloir que je prenne une grosse partie de profit sur le point suivant, donc les 29,5. Mais eh bien, c'est ça qui fait que sur le long terme, on est gagnant. C'est-à-dire, on peut commencer à jouer un ratio d'une première prise de profit à 1,56. Ça n'est pas du tout un souci si ça paye le stop loss. C'est-à-dire que si derrière, le prix se retourne et vient prendre le stop loss, on le garde au même endroit, le stop loss, en tout cas jusqu'à au moins ce point-là. Et moi, j'aurais tendance à dire même jusqu'au point suivant. C'est là qu'on ramène son stop loss à break-even, d'accord. Eh bien, dans ce cadre-là, tout simplement, il se pourrait que du coup vous ayez payé votre stop loss, donc au moins si le prix se retourne dans ce premier mouvement, eh bien vous aurez quand même un trade qui va rester neutre et ne pas perdre d'argent. Le but étant de toujours protéger son capital de trading. Pour le moment, et ça c'est important aussi, j'ai ce niveau-là. Tant qu'on ne le passe pas, le scénario ne s'active pas, entre guillemets. Hein. Pour le moment, j'ai vraiment ici, vous le voyez, un niveau qui tient très bien. En 5 minutes, donc bien évidemment, il se pourrait qu'il repousse à nouveau. Maintenant, je serais étonné que on n'ait pas une prise de profit, on n'ait pas une prise au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez qu'on a fait la prise ici de liquidité en bas. Maintenant, on peut faire la prise de liquidité en haut et éventuellement après choisir une direction qui peut être soit haussière, soit baissière. Personnellement, j'aurais quand même tendance à privilégier du short ici dans cette zone, mais pas forcément ici, encore une fois, pour venir faire le vrai mouvement, celui que j'attends pour aller jusqu'au quasi 22,5, en tout cas 25,2 pour sûr. Ça serait pas ça pour moi. Pour moi, il y aurait juste simplement quelque chose comme ça, voilà, et qui là, pour le coup, pourrait nous donner une prise de liquidité au-delà des 30 000. Et même si on se met en daily, eh bien au-delà du top précédent, c'est-à-dire celui des 30 988. Pour moi, on va potentiellement ici passer au-delà de ce point-là avant de peut-être faire le vrai mouvement baissier. Cela dit, rien n'est moins sûr, et cela dit, bien évidemment, c'est intéressant, si vous rentrez dans ce type de trade-là, de garder toujours un runner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où même, admettons que vous ayez pris, donc j'ai effacé le trade là, mais c'est pas grave, à peu près sur cette zone-là, vous avez pris, admettons, 90% de tous vos profits, vous laissez un runner de 10%
courir, et comme ça, si on va en ligne droite jusqu'au 22,5, vous aurez toujours un tout petit reliquat d'opposition qui sera quand même en train de gagner de l'argent. Et puis après, au rebond suivant, quand vous avez ici établi une structure track 4 heures qui pour le coup semble redevenir baissière, et bien à ce moment-là, au rebond suivant, vous retentez une entrée, vous retentez de rentrer dans cette position. Voilà, 53 minutes, désolé, ces petites vidéos de week-end, des fois ça prend du temps. Je vous ai vraiment tout dit pour moi sur ce qui concerne vraiment les directions préférentielles, etc. et mon humeur du jour par rapport à tout ça. Encore une fois, on est en week-end, donc en ce moment c'est très plat le week-end et je vous ai expliqué, je pense pourquoi, les raisons de ça. Et voilà, on a fait un point, je pense, assez cohérent sur tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et dans le monde de la crypto. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, nous rejoindre sur le Discord, éventuellement mettre un like et un commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, ça ne sera pas une question à la con, ça sera sur votre manière de stocker votre seed phrase. Demain, je vais vous présenter deux petits produits. J'ai pas encore reçu le deuxième, mais le premier, c'est un wallet qui vous permet de mettre les lettres, là, vous savez, etc. Je vais vous expliquer pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien dans le même temps. Voilà, je vais vous expliquer donc tout ça demain. Et je vais vous présenter également un truc sur lequel vous frappez avec un marteau. Et du coup, ça vous frappe les lettres directement sur une plaque en métal. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien. Donc, il y aura les avantages et les inconvénients de tout ça. Donc, la question étant comment est-ce que vous stockez votre seed phrase ? Voilà, quelle est votre manière à vous de faire les choses sans bien évidemment dire votre seed phrase. Donc bien évidemment demain quand je vais vous montrer tout ça, je vais pas vous montrer et je vais pas vous installer ma seed phrase dedans, sinon ça n'aurait pas un grand intérêt. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir le dire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.